La vie est une suite constante d'expériences. Plus on en fait, mieux c'est. Nous sommes Selma et Swazik de Séraphin.légal. Avec Parole de juriste, nous vous proposons de décortiquer pour vous les parcours de juristes d'entreprises inspirants. Ils vous partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif, vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète. Bonne écoute! Bonjour Léa. Bonjour Léa. Bonjour Selma, bonjour Swazik. On est encore ravis, parce qu'on le dit chaque semaine, de recevoir une nouvelle invitée, un nouveau profil et surtout un nouveau parcours de juriste. D'ailleurs, il me semble que c'est le premier parcours de juriste spécialisé en droit social. On n'a jamais reçu de juriste en droit social depuis le début. Donc tu es la première, Léa. Yes. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je suis hyper contente d'être invitée sur ce podcast et puis de parler un petit peu de mon expérience. Pour faire une petite confidence, ou pas d'ailleurs à nos auditeurs, moi j'ai adoré la manière avec laquelle tu as pris contact avec nous. Donc c'était au moment de l'annonce du lancement du podcast, fin janvier, si je dis pas de bêtises. Tu as commenté cette fameuse publication de Thomas qui expliquait la genèse de ce projet et tu lui indiquais justement que tu étais super intéressée à l'idée d'y participer. Ce que je trouve génial parce que finalement le podcast s'était pas lancé, tu nous connaissais pas et tu nous as tout de suite fait confiance et ce qui est hyper audacieux, courageux. Oui. Ouais, courageux et ce qui prouve en fait que t'es toujours, en tout cas moi c'est l'image que je me fais de toi, sans même te connaître particulièrement, c'est finalement quelqu'un qui est toujours prête à découvrir de nouvelles choses et de se lancer dans de nouvelles expériences. Et prête à prendre des risques. Écoutez, merci beaucoup pour ce super compliment. En fait, j'ai vraiment fait ça spontanément. J'ai été sur LinkedIn et puis j'ai vu en fait que vous lanciez un podcast et pour le coup, je connaissais pas du tout Séraphin.légal et je me suis dit mais c'est génial. Alors moi-même, j'adore écouter des podcasts et je me suis dit mais un podcast spécial juriste pour parler des professions juridiques, c'est super. Donc je me suis dit si je cherche quelqu'un pour parler du droit social, je pourrais le faire avec plaisir, quoi. Bon, écoute, c'est hyper chouette. En tout cas, on est très contente de t'avoir. Et est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites et nous dire qui tu es, ce que tu fais, ce qui te passionne, qui tu es en tout cas. Ok, donc moi je suis Léa Beaurepaire, j'ai 26 ans. Je vis à Paris depuis 3 ans maintenant, mais je ne suis pas parisienne de base. J'ai grandi dans une petite ville de province en Eure-et-Loire, donc Châteaudun. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une toute petite ville. Oui. Ah, super. D'habitude, on me dit non. Mais c'est top. J'ai révisé ma géographie, du coup. C'est ça. Bon, petite ville, mais il y a un château, c'est sympa. Donc sinon, je suis juriste en droit social depuis maintenant 2 ans. Donc c'est un groupe français spécialisé dans les ressources humaines, donc c'est-à-dire tout ce qui est travail temporaire, recrutement, formation. On a des agences un petit peu partout en France, mais aussi à l'étranger. Et sinon, en dehors de mon travail, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? J'ai une passion. J'adore danser. Donc, c'est un sport que je pratique depuis toute petite et je suis un petit peu passée par tous les styles de danse, du modern jazz, de la danse classique. J'ai fait un petit peu de contemporain et plus récemment du street jazz. Et voilà, là, avec le Covid, c'est un petit peu plus compliqué de danser, mais j'ai hâte que les salles réouvrent pour retourner m'entraîner. Trop chouette. Et du coup, quand tu étais plus jeune, tu voulais faire danseuse ou pas du tout ? Oui, forcément, ouais. Le rêve de petite fille, ouais, je voulais être prof de danse et en plus j'ai une de mes cousines qui est prof de danse, donc j'étais hyper admirative. Je trouvais ce métier formidable. Puis c'est vrai qu'après, en grandissant, j'ai préféré plutôt garder la danse comme passion et en faire toutes les semaines, mais je me voyais pas trop en faire un métier en fait. Et qu'est-ce qui t'a poussée à aller vers le droit ? Alors, qu'est-ce qui m'a poussée à aller vers le droit ? Alors, en fait, moi, j'ai fait un bac ES et en terminale, on pouvait choisir comme option, je crois, mathématiques, on avait sciences politiques et je me souviens plus de la 3e option. Et en fait, j'avais choisi sciences politiques et j'ai adoré cette matière. Donc, on voyait un petit peu
les différents régimes politiques. Enfin, ça s'apparente beaucoup au droit constitutionnel qu'on voit à la fac. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie en fait de faire du droit. J'ai adoré cette matière. Donc j'y suis un petit peu. C'était une matière super chouette. Je l'avais choisie aussi, je m'en souviens, qui m'a permis d'ailleurs de décrocher pas mal de points en plus pour le bac. Et c'est vrai que ça s'apparente beaucoup au droit constitutionnel. Donc limite, on pourrait appeler ça droit constitutionnel plutôt que sciences politiques, finalement. Exactement, ouais, tout à fait. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé cette matière et ce qui est cool, c'est que pour le coup, ça m'a quand même donné une petite base de connaissances pour ma première année de droit, donc c'était plutôt cool. Je vais poser une question, mais ça va réveiller une certaine polémique entre Sciences Po et la fac de droit. Si tu as aimé Sciences Po, pourquoi ne pas aller justement vers cette école-là et pourquoi la fac de droit? Eh bien, écoute, bonne question. Je t'avoue que je sais pas trop en fait. Je pense que je me voyais pas. Alors, je crois que Sciences Po, il faut passer un concours. Enfin, il y a pas mal de choses à faire avant. Je crois même qu'il faut passer par la prépa, si je me trompe pas. Ouais, et je vous avoue que je me voyais pas faire une classe préparatoire. Enfin, j'avais vraiment envie de me spécialiser, assez rapidement et d'aller à la fac. Donc c'est vrai que je m'étais pas trop posé la question pour Sciences Po, mais voilà, je me voyais plus aller dans un cursus où je pouvais rentrer facilement et pas passer par des classes préparatoires, par des concours, quoi. Je comprends. Et donc, t'as décroché ton bac. Quand exactement tu peux me situer ça Ah, ça, c'est une pique. Alors, en 2013, je crois, mais attends si je dis pas de bêtises. Ok, en 2013. Donc en 2013, tu décroches ton bac. Et justement, j'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu avais fait une sorte de tour de France des universités pendant tes études. Et vraiment rien de péjoratif dans le tour de France des universités. Parfois, ça peut être super mal vu, mais je trouve que ça peut apporter pas mal de choses en termes de mobilité, découvrir de nouvelles villes, de nouvelles façons de travailler. Parce que finalement, d'une fac à l'autre, c'est pas toujours les mêmes méthodes d'enseignement. Et justement, tu as suivi ta licence à Tours, puis ton Master 1 à Toulouse, Toulouse Capitale, et ensuite ton Master 2 à Lille. Cette même université qui a d'ailleurs formé 90% des invités de ce podcast. 90 Ouais, je pense, 90%, je te jure, c'est vrai. Et est-ce que justement cette mobilité, c'était un choix de ta part, ou est-ce que c'était juste, c'était lié à des événements personnels ou universitaires? Alors écoute, oui complètement, c'était complètement un choix de ma part. En fait, c'est vrai que j'ai une personnalité, je pense, où j'aime découvrir un peu de nouveaux endroits, faire de nouvelles rencontres et puis un petit peu sortir de ma zone de confort. Et en fait, étant donné que j'ai grandi donc dans ma petite ville de province, Châteaudun, c'est vrai qu'à 18 ans, j'avais pas trop le choix en fait que de partir. Alors pour le coup, c'est vrai que j'ai vécu 3 ans à Tours, donc qui était à 1h30 à peu près de là où j'ai grandi. Alors c'est vrai que j'ai adoré étudier dans cette ville parce qu'elle est hyper dynamique, c'est une ville très étudiante, c'est vraiment sympa. Après c'est vrai que j'ai passé 3 ans là-bas et après ces 3 ans, j'avais quand même l'impression d'avoir fait un petit peu le tour et j'avais envie de changement. Donc c'est vrai que j'aurais pu faire mon master 1 rester à Tours, mais je me suis dit allez, on tente de partir ailleurs. Donc je me suis dit mais où est-ce que je vais aller, puisque du coup je pouvais aller un petit peu partout en France. Et je me suis un peu dirigée vers Toulouse parce que je me suis dit le sud c'est quand même sympa. On a la mer pas très loin, la montagne, l'Espagne. Donc c'était un petit peu le cadre de rêve et je me suis dit pourquoi pas mêler études et un cadre de vie quand même plutôt sympa. Et du coup donc cette année de M1 passant, j'avais à l'époque, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais les sélections en fait en droit, c'était pas en 3e année comme maintenant, mais c'était entre le M1 et le M2. Donc du coup, moi j'avais la possibilité de faire mon M2 ailleurs qu'à Toulouse. Et c'est vrai que mes affinités avaient un petit peu changé en fait dans mes choix de Master 2. Donc j'étais plus vraiment en phase avec ceux qui étaient proposés à Toulouse. Alors pas du tout qu'ils étaient pas bien loin de là, mais c'est vrai que moi je voulais plus un Master 2 assez pratique avec beaucoup d'intervenants extérieurs. Donc du coup j'ai postulé un petit peu partout en France et j'ai été prise à Lille. Donc du coup je suis partie dans le nord de la France. Et après, donc cette année à Lille, je me suis dit que pour commencer ma vie professionnelle, ce serait pas mal d'aller à Paris parce que c'est vrai que
pour des postes de juriste, il y a quand même pas mal d'offres. Donc voilà. Donc en fait, c'était un mélange entre des opportunités et surtout aussi potentiellement des endroits et des destinations proches des lieux de vacances et d'ensoleillement et de Ensoleillement, Lille. Ouais, c'est ça. Non, mais pour Toulouse, bon, Léa, pour Toulouse, on va pas se mentir. Carrément. Écoute, c'est ça, quoi. Si tu peux aller le week-end à la mer ou en Espagne, c'est quand même C'est sympa. plutôt chouette. Mais Lille, c'est ça. Mais par contre, Lille, c'est une ville très attractive aussi parce qu'on a la Belgique à côté, l'Allemagne, l'Angleterre. Il y a l'Eurostar qui passe et ça, c'est quand même très cool. Et moi, justement, je me reconnais pas mal dans cette mobilité-là, d'une certaine manière, parce que je suis arrivée en France il y a 6 ans pour suivre mes études de droit, et je sais à quel point ça peut être assez déroutant de s'installer jeune dans une nouvelle ville, loin de ses parents, de sa famille, de devoir se débrouiller, parce que il y a 36 000 petits imprévus administratifs ou autres qui peuvent arriver et qu'on n'est pas du tout préparé à vivre, entre guillemets. On doit se faire à manger, se faire les courses soi-même, aller à la laverie, gérer pour moi, les allers-retours à la préfecture pour mon titre de séjour. Et justement, au départ, j'étais extrêmement jalouse de mes camarades de cours qui arrivaient à la maison, qui mettaient les pieds sous la table, voilà, c'était fait, et qui ensuite allaient réviser leur galop, mais toujours avec beaucoup d'énergie, ou pour réviser leur partiel ou autre. Et j'avais cette jalousie-là à un certain moment, et puis au fur et à mesure, je me suis vite rendu compte que ça me permettait justement de développer une certaine débrouillardise finalement, ou de prendre du recul bien en avance sur certaines situations. Est-ce que toi, ça a été ton cas aussi? Est-ce que t'as su en faire une force, ou est-ce que au contraire, c'était pas du tout un problème et t'as su dépasser ces éléments-là? Alors, c'est vrai que je dirais qu'on envie toujours un petit peu les copines qui vivent chez leurs parents et qui ont pas à faire à manger, le ménage et à gérer un petit peu tout le reste quand toi, c'est vrai que c'est ton quotidien. Je dirais que j'enviais surtout ça, mais plus en période de partiel. Tu sais, quand t'enchaînes un peu les examens et que le temps, c'est quand même assez précieux. Mais par contre, après, j'ai jamais été vraiment triste en fait de pas avoir pu vivre chez mes parents pendant mes études, parce qu'en fait, j'ai toujours su depuis petite que dans la ville dans laquelle j'ai grandi, il y avait pas vraiment d'opportunité en fait pour faire ces études supérieures. Donc, si tu veux, je l'ai un peu vu comme une continuité. Donc, j'étais pas, ça me pesait pas forcément. Puis je trouve que c'est quand même hyper cool quand t'es jeune, tu vois, de se dire je peux avoir mon propre appartement, me débrouiller toute seule. Et moi j'étais hyper contente de quitter ma petite ville de province et de partir dans une ville un peu plus grande. Donc voilà. Et sinon après je te dirais qu'avec du recul ça m'a quand même fait grandir, parce que je pense que quand dès 18 ans tu dois un peu te gérer comme une adulte, finalement t'en retires une force, et je dirais que peut-être je me suis moins mise de barrières en fait, et finalement j'ai pas trop peur de tenter de nouvelles choses ou d'aller vers l'inconnu, parce qu'en fait je l'ai fait assez jeune, donc si tu veux c'est plutôt normal en fait pour moi. C'est bien pour ça que tu nous as contactés. Exactement, voilà. C'est ça. Et si on revient un peu à ta spécialité, donc le droit social, c'est vrai que c'est une matière comme le droit de la famille ou le droit pénal qui font partie de ces matières juridiques qui impliquent des personnes et qui donc sont parfois plus difficiles à gérer, ou en tout cas il y a une implication émotionnelle qui est un peu différente que la propriété intellectuelle par exemple, pour ne pas le citer. Est-ce que pour toi c'est parfois lourd à porter au quotidien? Comment tu fais pour prendre du recul par rapport à certaines situations? Et puis, dernière question, quels conseils tu pourrais donner à des gens qui sortent de stage et qui embrassent cette profession-là, ou en tout cas cette matière-là? Alors, c'est vrai qu'effectivement, quand on exerce le métier de juriste en droit social, on est un petit peu au cœur de la vie de l'entreprise, et on peut être amené à devoir un peu gérer des situations qui peuvent être un peu délicates. Maintenant, est-ce que c'est lourd à porter au quotidien? Je te dirais oui et non. Je pense que ça peut l'être quand on est face à certains salariés qui peuvent être un petit peu agressifs, ou alors des salariés qui pleurent parce qu'ils sont dans une situation qui est compliquée pour eux. Donc je te dirais que ça c'est pas toujours évident. Après malheureusement, enfin je dirais c'est un peu notre quotidien, et
on s'habitue un petit peu à tout, j'ai envie de dire. Et je pense que pour prendre du recul, alors moi c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal à faire parce que je suis un peu quelqu'un de sensible, mais je pense que pour faire ce métier, il faut toujours se rappeler en fait que les dossiers qu'on traite, ils sont là en fait pour de bonnes raisons. Par exemple, si on a à gérer un licenciement, on va pas licencier quelqu'un parce qu'on peut plus voir sa tête. Et par exemple, ça peut être parce que un salarié a fait quelque chose de grave. Donc, si vous voulez, on licencie jamais sans preuve, sans en avoir vraiment échangé au préalable. Si on considère que le dossier n'est pas solide, on n'y va pas en fait. Donc, j'ai envie de dire que quand on doit se séparer de quelqu'un, il y a vraiment des vraies raisons en fait qui nous poussent à en arriver là. Donc, je dirais que c'est vraiment une première chose. Et ensuite, pour prendre du recul, je dirais que il faut déjà peut-être accepter que parfois, il y a une situation qui peut nous toucher. Je pense que renier le fait qu'on peut avoir de l'émotion, c'est pas forcément une bonne solution parce que pour le coup, on l'extériorise pas et du coup, on le garde en nous. Et moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'en parler avec mes collègues parce que pour le coup, on fait le même métier et elles le vivent aussi. Et du coup, je pense qu'il y a personne qui peut mieux comprendre ce par quoi on passe que ses collègues parce qu'on a les mêmes missions. Et après, je dirais que pour prendre du recul, ce qui peut être pas mal, c'est une fois qu'on est sorti du travail, vraiment essayer de mettre un peu de côté les dossiers délicats et je sais pas, par exemple, aller un peu lâcher prise en allant faire un sport, ça peut un peu aider à se détendre et à prendre du recul. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Alors là, je peux plus aller danser, mais depuis le confinement, j'allais pas mal courir. Et voilà, ça m'aidait à prendre du recul et à avancer. Ouais, j'allais justement te poser la question, est-ce que tu peux en parler à tes collègues? Comment ça se passe? Parce que je pense qu'effectivement, sur ces matières-là, c'est important d'échanger pour se décharger un peu et puis pour prendre conseil. Parce que voilà, on a tous besoin de conseils, quel que soit son niveau en termes de carrière professionnelle. Ouais, exactement. C'est hyper important d'en parler à ses collègues, mais aussi, j'ai oublié de la mentionner, à sa manager. Pour le coup, on est vraiment hyper bienveillante entre nous et on se soutient beaucoup. Donc, c'est vrai que ça fait du bien parce que je pense que c'est important aussi quand c'est des situations difficiles, même si on sait pourquoi on fait ça, forcément, on n'est pas des machines, quoi. Donc, c'est pas toujours évident et je pense qu'avoir une équipe soudée et un très bon relationnel avec ses collègues, c'est vraiment l'idéal, en fait, justement pour échanger. Je suis en train de me dire que ça doit être compliqué, un cas de harcèlement au sein d'un département de droit social. Écoute, alors on n'a jamais eu ce cas-là dans notre au siège social, j'ai envie de te dire. Mieux. Alors c'est hyper intéressant parce que t'investigues en fait. Il faut un petit peu déceler, on va dire, le vrai du faux. Donc pour ça, tu entends différentes personnes, différents témoins. Et en fait, t'arrives généralement quand tu fais tes conclusions d'enquête à savoir un peu ce qui s'est réellement passé. Donc c'est des dossiers qui sont très intéressants, qui prennent souvent énormément de temps. Ça se fait sur beaucoup de semaines. On fait pas du tout ça à la va-vite. Vraiment, on prend le temps de recueillir les témoignages. Je te dirais que oui, des fois, on peut être vraiment un peu interloqué par certaines choses qu'on entend. C'est vrai que c'est particulier, mais à la fois, c'est très intéressant, en fait. Moi, je trouve ça un peu particulier que qu'en fac de droit, sur des matières comme le droit social, le droit de la famille, le droit pénal, il n'y ait pas un pendant un peu psychologique. Bon, je sais qu'en droit social, il y a un côté, j'entends des étudiants de droit social que je connais et qui se reconnaîtront et qui sont pour certains côté employeur déjà ou dans leur tête, ou d'autres côté salariés qui se mettent cette mission dans la tête. Mais justement, pour ceux qui traitent des dossiers d'harcèlement sexuel ou autres, qui sont un peu lourds, il y a une grosse partie du travail qui consiste justement à recueillir les faits qui se sont passés, qui sont parfois compliqués à entendre. Et c'est déjà à dire, parce que c'est compliqué de témoigner contre un collègue, contre un manager. T'as peur pour ton propre poste. Non mais oui, mais pourquoi justement pour les étudiants, pourquoi il y a pas ce pendant psychologique qui est finalement là? Léa, tu t'es d'accord avec moi ou pas d'ailleurs pour me dire que il y a quand même un énorme
pans psychologiques liés à ce que tu fais tous les jours et notamment sur la partie encore une fois licenciement ou harcèlement ou autre. Alors, je suis complètement d'accord avec toi et je pense je trouve ça dommage en fait que en fac on n'ait pas un module en fait spécialisé plus alors en droit social, en psychologie du travail. Je pense que c'est essentiel parce qu'en fait, comme le nom l'indique, juriste en droit social, il y a vraiment le côté juridique, mais le côté humain en fait qui est au cœur du métier. Et en fait, on est vraiment confronté à tout type en fait de comportement, de personnalité. Et moi justement, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément en fait. Les sujets de psychologie au travail, de communication non verbale, de management bienveillant. Et justement, je trouve que ça devrait vraiment être intégré à notre parcours de formation. Alors, je sais pas si ça l'est actuellement. Maintenant, ça fait quelques temps que je suis plus à la fac, mais c'est vrai que en fait, c'est extrêmement lié parce qu'on gère de l'humain. Donc, je suis totalement d'accord. On en a déjà parlé dans ce podcast, mais l'apprentissage des soft skills à la fac reste encore à développer. Ouais, mais la psychologie, c'est des hard skills, justement, c'est pas des soft skills. Pour le droit social. Ouais. Mais en fait, il faudrait des parcours. Alors, je sais pas si ça existe en France, je connais pas du tout, et encore moins le parcours universitaire, mais ça dépend de ta spécialité. Soft skills, pour moi, c'est applicable à toutes les matières. Après, la psychologie appliquée au droit du travail, c'est encore autre chose. Ouais. Alors c'est vrai que pour moi les soft skills c'est tout ce qui est un peu compétences pas intellectuelles mais plutôt humaines que tu peux mettre un peu au service de ton entreprise. Par exemple ça peut être l'empathie, l'écoute, la bienveillance. Moi je vois les soft skills comme ça et les hard skills plus dans tout ce qui est compétences mais techniques. Par exemple être à l'aise sur telle et telle mission. Et mais en fait, je pense que les deux sont pas incompatibles en fait. Développer ces soft skills à la fac par des modules, mais aussi avoir des modules vraiment dédiés à la psychologie du travail, à l'étude un petit peu des comportements, parce que c'est vraiment au cœur du métier. Je suis totalement d'accord. Et est-ce que toi aussi, tu as eu ce fameux questionnement, tu sais, quand tu arrives en Master 2 et que ta promo est divisée entre ceux qui veulent exercer côté employeur, côté salarié? Ouais, alors écoute, moi dans ma promo, on voulait tous être juristes, enfin pour la plupart. Et écoute, je me souviens pas que c'était très scindé comme ça. Ah ouais? Ouais, je pense qu'en fait on cherchait tous vraiment un job qui corresponde à nos attentes avec les missions qu'on souhaitait. Moi, c'est vrai que pour le coup, je me suis retrouvée dans mes stages pas mal du côté employeur, mais en fait, ça s'est un petit peu fait comme ça. Et t'as été voir des audiences au Conseil des prud'hommes ou des stages, ou fait des stages? Ouais, alors complètement. Alors les audiences au Conseil de prud'homme, j'aimais bien y aller le mercredi après-midi quand j'avais pas cours. J'aimais bien. D'ailleurs, j'allais voir aussi pas mal d'affaires en droit pénal. C'était ultra intéressant. Par contre, ça m'a complètement vaccinée parce que je trouve ça passionnant, mais je pourrais pas exercer cette matière. Ouais. C'est quand même particulier. Mais oui, j'allais voir des audiences. Et après, j'ai fait pas mal de stages. Enfin, pas mal. Tout est relatif, mais j'ai commencé à faire des stages en fait en master 1 parce qu'en fait avant, je travaillais les étés. J'ai toujours travaillé 2 mois l'été, donc c'est vrai que j'avais pas forcément les créneaux. Je trouve que ça, au niveau de la fac, ce serait peut-être aussi un peu amélioré parce que c'est vrai que quand tu fais des jobs étudiants l'été, tu peux pas forcément faire des stages et le reste de l'année, c'est trop compliqué. Et donc du coup, ouais, j'ai fait un premier stage de 1 mois en cabinet d'avocat, donc quand j'étais fin de master 1. Après, j'avais enchaîné avec un autre stage d'1 mois dans les ressources humaines. Et après, à la fin de mon Master 2, j'ai fait un stage de 4 mois au sein du groupe SAMSIC. Donc, vraiment un stage spécifique juriste en droit social. Et après, j'ai refait un stage de 6 mois en cabinet d'avocat côté employeur. Et alors, moi, j'ai fait comme toi, j'ai commencé par un stage en cabinet d'avocat. Est-ce que tu l'as fait pour découvrir le métier d'avocat ou est-ce que tu avais une envie d'être avocate? Alors, un petit peu des deux. C'est vrai que quand j'ai été en fac de droit, j'aimais bien en fait le métier d'avocat. J'aimais bien l'idée qu'on pouvait défendre les intérêts de son client, qu'on pouvait aussi avoir son cabinet. J'aimais bien un peu le côté aussi liberté. En fait, j'ai commencé en cabinet d'avocat parce que je me suis dit autant découvrir la profession.
et aussi varier en fait les structures dans lesquelles on exerce le droit social. Parce que tu vois, le droit social, il va pas être exercé de la même manière en cabinet d'avocat qu'en entreprise. Je sais pas, que dans un service de ressources humaines, dans une mairie comme j'ai pu faire, ou encore, je sais pas, dans des associations, tu vois. La pratique est différente et du coup, j'aimais bien aussi ce côté de varier un peu les structures. Donc, c'est pour ça un peu que je suis passée par le cabinet d'avocat et aussi par l'entreprise. Et est-ce que t'as une anecdote à nous raconter, ou, enfin, quelle qu'elle soit, ou un moment où tu t'es dit, en fait, c'est ça que je veux faire, j'ai pris la bonne décision, le droit social, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Ben écoute, je sais pas si c'est toute ma vie, mais non, j'espère pas. Pourquoi? Ça peut? Oui, ça peut, mais enfin, il y a tellement d'autres choses aussi. Ouais. On peut pas dire que un élément constitue toute sa vie. Ça peut être un élément déclencheur. C'est vrai. C'est ça. Et ben écoute, quand est-ce que je me suis dit que j'aimais le droit social, j'ai vraiment eu envie de me spécialiser dans cette matière en 3e année de droit en fait. On avait eu une matière de droit du travail où on voyait un petit peu toute la vie du salarié, mais de manière juridique, donc de l'élaboration d'un contrat de travail à la rupture de son contrat. Et j'ai trouvé ça hyper vivant en fait comme matière et très pratique. Enfin, en fait, dans notre vie de tous les jours, on connaît tous quelqu'un qui est salarié et qui peut avoir des difficultés à son travail. J'ai vraiment eu envie de me spécialiser là-dedans parce que j'ai vraiment aimé la matière. Après, quand j'étais en cabinet d'avocat, alors à la base, donc comme je vous l'ai dit, je voulais être avocate, mais après, en le pratiquant en cabinet, je vais dire que j'ai pas non plus eu de grosses révélations en fait du métier. Je pense que c'est vraiment un métier qu'on exerce par passion. Enfin, je le vois comme ça, moi. Et c'est vrai que je m'y voyais pas trop et je me voyais beaucoup plus en entreprise pour le côté très opérationnel. T'es un petit peu en lien avec les salariés, les organisations syndicales, les managers et j'aimais bien ce côté-là en fait. Et alors, si je ne me trompe pas, ton poste actuel chez Synergie est ton premier emploi. Donc déjà, bravo, parce que c'est pas toujours évident de décrocher un premier poste. Et est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'y es prise et en quoi consiste ton poste, tes missions, voilà. Alors, comment je m'y suis prise? Cette histoire est un peu longue, donc je vais essayer de faire synthétique. Il était une fois. C'est ça. Alors, ça. C'est ça. Et donc, en fait, comme je vous l'ai dit, en fin de Master 2, j'avais fait un premier stage de 4 mois en entreprise et après, j'ai enchaîné en cabinet d'avocat pendant 6 mois. Et en fait, étant donné que ça se passait bien en cabinet d'avocat, on s'était dit avec l'avocate qu'on verrait comment on pourrait faire à la fin de ces 6 mois pour un petit peu prolonger le stage si ça m'intéressait. Il s'avère qu'à la fin de ces 6 mois, on n'a pas vraiment trouvé de solution parce que j'étais plus conventionnée en fait par la fac. J'avais plus le statut étudiante et je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont aussi dans ce cas-là et c'est pas forcément facile. J'ai été dans ce cas aussi. Ouais, donc c'est vrai que c'est pas évident. Après, tu peux soit payer une convention de stage ou alors trouver une autre solution, mais je sais pas trop laquelle. Et c'est vrai que donc du coup, quand j'étais dans ce stage, je cherchais déjà quand même activement un poste de juriste en droit social, donc en CDD ou en CDI. J'avais postulé à plusieurs offres. J'étais pas emballée par les offres d'emploi qu'il y avait au moment. Donc je me suis un peu retrouvée au moment où mon stage s'est terminé, un peu du jour au lendemain. Mon stage, il est fini. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais payer mon loyer? Enfin, je me suis un peu retrouvée un peu démunie en me disant mince, là je suis face à une situation qui peut être un peu compliquée. Et en fait, il se trouve donc dans le cabinet d'avocats dans lequel j'étais, on partageait en fait les locaux avec plusieurs autres cabinets d'avocats, mais qui étaient spécialisés en fait en droit de la famille. Donc on partageait juste le même lieu de travail, mais on ne bossait pas ensemble sur des dossiers. En fait, chaque cabinet était vraiment indépendant. Et en fait, moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, le midi, autant aller manger avec eux, parce qu'on avait une cuisine commune. Et l'avocate avec qui j'étais, elle était souvent en déplacement. Donc, je me suis dit, plutôt que de manger toute seule dans le bureau, autant que j'aille faire connaissance avec des avocats qui, en plus, font une matière complètement différente de la mienne. Du coup, on avait pas mal sympathisé, on passait des bons moments ensemble le midi. Et en fait, quand j'ai annoncé du coup que je m'en allais parce que mon stage, il était fini. Je me rappelle, j'étais un petit peu triste parce que j'aimais bien l'ambiance et j'avais bien aimé mes missions. Et l'après-midi même,
une fille en fait du cabinet d'avocats, donc en droit de la famille, m'appelle pour me dire écoute Léa, si t'as rien à faire, viens travailler pour nous en attendant de trouver ton poste de juriste en droit social. Génial. Mais complètement. Et en fait, je vous raconte cette anecdote. Alors j'étais complètement étonnée. Je me suis dit mais pourquoi on me tend la main comme ça si gentiment. Moi, pour le coup, j'allais en plus manger avec elle le midi, mais sans arrière-pensée, juste parce que j'étais contente de passer un bon moment et en fait de rencontrer des nouvelles personnes. Et en fait, je pense que pour le coup, en fait, on a voulu me donner ma chance vraiment juste parce qu'on s'est dit, écoute, elle a pas fait du droit de la famille depuis longtemps, mais pourquoi pas, elle va s'y remettre. Et je pense que c'est important, en fait, comment dire, dans la vie, des fois, de se dire, on peut avoir des opportunités qui se présentent à nous, auxquelles on s'attend absolument pas. Mais en fait, juste parce qu'on prend le temps aussi de connaître les personnes qui sont juste à côté de nous. Enfin là, en l'occurrence, qui partagent nos locaux. Et pour le coup, j'ai vraiment adoré travailler pour elle. Donc en fait, ça a été un peu une parenthèse droit de la famille dans mon cursus de droit social. Et après, du coup, pendant que je travaillais pour ce cabinet en droit de la famille, j'ai trouvé l'offre d'emploi que j'occupe actuellement. Et c'est vrai qu'en fait, cette offre d'emploi, elle rassemblait un petit peu tous mes critères pour le poste, donc c'est-à-dire du droit individuel, du droit collectif et aussi du contentieux du travail. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que en fait, il n'y a pas que les compétences dans la vie, il y a aussi la personnalité. C'est exactement ça. Et je pense aussi que la vie, c'est un petit peu une succession de rencontres, en fait. Et tu vois, des fois, c'est des rencontres qui vont faire que tu vas faire telle ou telle chose aussi dans ta vie. Et vraiment, ouais, ça a été vraiment j'appelle ça une main tendue parce que c'était dans un moment où finalement, je me suis retrouvée un peu, qu'est-ce que je vais faire? Et on m'a fait confiance et vraiment, je l'oublierai jamais, quoi. Vraiment, ça m'a vraiment marquée. Est-ce que tu peux citer les avocats en question ou les avocates en question qui t'ont proposé ce poste? Tu peux citer leur nom? Oui, alors c'est Vanessa en fait qui avait parlé de moi à Maître Laurence pour ce cabinet-là et du coup j'ai travaillé pour elle pendant 1 mois et demi ou 2 mois, je crois, avant de trouver mon poste. Donc vraiment des personnes en or avec une grande humanité, vraiment. En tout cas, ça donne envie de travailler pour elle. Ouais. Et puis je trouve ça génial, ton récit est génial parce que on a souvent tendance à mettre de côté l'aspect relationnel et de se dire que ça n'apporte rien aussi professionnellement, mais juste en étant bienveillant, en s'intéressant aux autres, en étant empathique, sympathique, et en fait ça en dit long sur une personnalité et ça donne envie de travailler aussi avec elle et ça découle derrière sur des personnalités. On va penser que je suis cucul à praline ou très naïve, mais moi je suis désolée, j'y crois, je crois je suis persuadée qu'il faut être sympa et optimiste et Swadig se moque de moi, mais tu sais, c'est pas grave, Léa. Il y a pas de problème, je vais continuer à penser ça. Je ne dis rien. Ouais, elle dit rien, mais non, mais c'est pas grave. Écoute, je partage totalement ton point de vue. Moi aussi, je crois aux rencontres de la vie et vraiment au fait que si on est bienveillant et qu'on s'intéresse en fait simplement aux autres, à leur parcours, ça peut en fait déboucher sur des choses. Et c'est vrai que à l'époque, j'étais plus jeune, j'étais très dans une optique à me dire il faut absolument que j'ai énormément de compétences. Voilà pour savoir en fait gérer un poste et en fait avec cette expérience j'ai compris que tu pouvais aussi juste t'intéresser aux autres, être respectueux, être bienveillant et voilà on pouvait aussi en fait te faire confiance et surtout se dire c'est pas grave si elle a pas fait du droit de la famille depuis des années, on va lui montrer et ça va bien se passer et ça je pense qu'aujourd'hui c'est quand même plutôt rare. Pour aller dans ton sens, Selma, je vais quand même dire que les compétences, ça s'acquiert, alors que la personnalité, c'est quand même plus compliqué d'évoluer. Exactement. Voilà. Et moi, c'est pareil. Je dis souvent ça et je dis même les valeurs non plus. Ça s'acquiert pas. On a chacun notre socle de valeurs et pour moi, on peut difficilement en fait changer ça. Mais je suis totalement d'accord. Et du coup, pour revenir sur ton poste, en quoi consiste-t-il? Quelles sont tes missions?
Ouais. Alors donc moi j'ai un poste qui est très opérationnel et qui se découpe, on va dire, en 3 parties. Donc j'ai vraiment l'aspect droit individuel du travail. Donc ça va concerner le salarié en lui-même. Donc par exemple, ça peut être traiter des licenciements, comme on a dit tout à l'heure, des enquêtes de harcèlement moral, harcèlement sexuel. On va aussi faire tout ce qui est droit disciplinaire, donc ça peut être des courriers d'avertissement, de mise en garde par exemple, et d'autres courriers juridiques non disciplinaires. On va aussi avoir tout l'aspect conseil auprès du service RH qui peut nous solliciter en fait pour des questions juridiques. Alors donc j'ai ce premier volet-là. Ensuite, j'ai le deuxième volet qui est le droit collectif du travail. Donc là, ça va être tout ce qui est préparation et animation du CSE, ce qu'on appelait avant le comité d'entreprise. Je prépare aussi en amont tout ce qui est commission CSSCT, donc anciennement CHSCT, donc qui touche à tout ce qui est santé et sécurité au travail. Et je prépare aussi des réunions pour les représentants de proximité dans nos régions. Voilà. Donc on fait ça et je fais aussi des négociations d'accords. Donc par exemple, ça peut être un accord sur le télétravail ou sur QVT. Donc ça, c'est le deuxième volet et je dirais que le dernier volet, c'est vraiment l'aspect contentieux du travail. Donc là, ça va vraiment consister à préparer tous les dossiers qui vont aller au prud'homme avec l'avocate. Donc le recueil de pièces, la stratégie du dossier. Et je dirais que la chance que j'ai sur mon poste, c'est vraiment qu'il va traiter du coup de ces 3 grandes en fait thématiques du droit social. Et moi, c'était vraiment en fait mon prérequis. Je voulais vraiment voir ces 3 spécificités là parce que c'est vrai que plus l'entreprise elle est grosse généralement, plus les juristes en droit social ils vont être spécialisés dans un de ces 3 domaines. Donc par exemple faire que du contentieux ou que du droit individuel. Et moi la vraie chance que j'ai c'est vraiment de pouvoir faire les 3 au quotidien. Et vous êtes combien au sein de l'équipe ? On est 3 juristes en droit social, une responsable juridique sociale et une directrice juridique sociale. Voilà, donc on est 5. Vous êtes 5 et justement, quand tu parlais de ton poste, tu disais aujourd'hui ça s'appelle comme ça s'appelle comme ça, et avant c'était comme ça, et ça en dit long aussi sur les remous, les changements et les évolutions que subit mais constamment le droit social. C'est une matière qui est super complexe. En tout cas, moi qui m'a l'air super complexe, notamment en termes d'évolution. Comment on fait à la sortie de la fac, ça fait, je pense, 1 an et demi, 2 ans que tu as fini tes études, Léa. Comment tu fais pour te mettre à jour de toutes ces évolutions ? Alors, on a mis en place un système de veille juridique au sein de l'équipe. Et ça, c'est vraiment top parce que tous les mois, en fait, on a toutes les décisions jurisprudentielles et tous les petits points un petit peu légaux qui sortent. Donc ça, je te dirais vraiment que pour moi, c'est la solution, en fait, de toujours se maintenir au fait des actualités. Et pour le coup, alors c'est une de mes collègues, en fait, qui gère spécifiquement ça et qui nous envoie tous les mois une newsletter qui est d'ailleurs très, très sympa. Elle fait ça avec des petits... des petits PowerPoint un peu sympas, donc en plus de ça c'est ludique. Et voilà, je pense vraiment que pour se maintenir à jour, parce que c'est vrai que c'est une matière qui bouge énormément, je te dirais vraiment que c'est bien si ça peut être mis en place au sein de l'équipe en fait, ce système un peu d'actualité juridique mensuelle. Ok. Et du coup, depuis mars 2020, on vit tous un chamboulement assez sympathique qui s'appelle le Covid-19 et qui a totalement changé nos rapports au travail, et notamment sur ses modalités, parce que finalement, on découvre de nouveaux termes, distanciel, présentiel, on est tous en télétravail, ou plus ou moins en tout cas. Moi, je sais qu'en tant que salariée, même si on l'impose, j'ai encore du mal à rester uniquement chez moi, parce que j'ai envie d'être proche de mes collègues, enfin pas physiquement, mais en tout cas d'être d'être au bureau, de me parler à la machine à café avec Swadig, d'ensuite aller, je sais pas, prendre une pause avec Clément. Enfin voilà, c'est des choses qui sont hyper importantes et qu'on a de moins en moins. J'imagine que toi, de ton côté, juste au moment du confinement, tu as dû avoir, avec ton équipe, pas mal de travail sur le sujet, avec une recrudescence de dossiers qui ont dû tomber dessus à ce moment-là. Comment tu as vécu la période du confinement ? Comment ça s'est passé pour toi et qu'est-ce que tu as dû gérer du coup ?
Alors, écoute, je pense que j'ai mieux vécu le confinement, je pense, que certaines de mes collègues, parce que la plupart de mes collègues, elles sont mamans. Et pour le coup, elles ont eu le côté enfant à charge et école à la maison. Donc clairement, c'était loin d'être évident pour elles. Moi, c'est vrai que j'avais pas vraiment ce côté-là. Donc bon, c'est vrai que du jour au lendemain, se retrouver en 100% télétravail, ça fait un petit peu bizarre. Après, je te dirais que je l'ai pas mal vécu en fait, parce que je pense que c'est comme tout, tu vois, c'est un peu un rythme à prendre. Au niveau de la charge de travail, alors on a une charge de travail effectivement plus élevée en début de confinement, parce qu'on a eu une pluie de textes législatifs qui sont sortis les uns après les autres. Donc il a fallu un petit peu s'organiser. Après, on a su se répartir en fait la charge de travail entre nous. Et ça, je pense que c'est une vraie force. Et après, je te dirais que pour la vision du télétravail, je pense que c'est vraiment en fait propre à chacun, tu vois. Si t'as des enfants, si t'as pas d'enfants, tu vois déjà ça change un petit peu la donne. Après, est-ce que tu préfères aller au bureau ou est-ce que tu t'es aussi bien chez toi? Moi, je t'avoue que pour moi, le gros avantage du télétravail, c'est de ne pas avoir à faire 45 minutes de métro le matin et la même chose le soir. Clairement, moi, j'ai vraiment du mal avec les transports en commun à Paris, vu que je suis... il faut aimer les gens dans ces cas-là. C'est ça, voilà. Et moi, c'est vrai qu'étant pas parisienne de base, voilà, le métro, ça va bien, mais à petite dose. Donc voilà, moi, je l'ai bien vécu, mais je pense que c'est vraiment hyper personnel. Et je pense aussi que ce qui est important, c'est qu'il y a un vrai respect en fait de la vie pro et perso dans le télétravail. Et je pense que c'est toute la difficulté. Moi, je sais que chez Synergie, la chance que j'ai, c'est que une fois que j'ai fermé mon PC, on va pas m'appeler à des horaires indécents ou me demander des choses et juste parce que je suis chez moi, tu rallumes ton PC. Ça n'arrive pas. Et je pense que c'est vraiment une chance. Alors, je sais pas si c'est partout pareil, mais je pense que ce côté séparation vie pro, vie perso, il faut que ce soit assez scindé parce que sinon, ça peut être un peu compliqué, tu vois. Et justement, tu disais que tu travaillais sur des sujets de QVT avec ton équipe. Est-ce que, enfin, si tu veux, hein, est-ce que il y a des sujets qui, à ton avis, sont particulièrement essentiels à aborder, à mettre en place, qui ne le sont pas aujourd'hui dans la plupart des entreprises? Je te demande ça, je te le demande aussi pour moi, parce que j'ai été nommée à l'unanimité, je ne sais pas pourquoi, par mon équipe comme étant, alors CHO, je déteste ce terme, c'est Chief Happiness Officer. C'est un terme. Ouais, oui, Tu es drôle, intelligent, voilà. T'aimes les gens. Apparemment, donc voilà, apparemment j'aurais toutes ces qualités, donc super, génial. Et justement, j'essaye en ce moment de recueillir pas mal d'infos auprès de certaines personnes, de voir si on peut faire intervenir des personnes qui ont travaillé sur ce sujet pour me dire comment elles ont fait pour mettre en place, je sais pas, des actions qui permettent d'améliorer la qualité de vie au travail. Est-ce que toi, t'as je sais pas, des conseils ou des pistes à nous donner? Alors, moi, le sujet de la qualité de vie au travail, c'est en cours actuellement de rédaction, on va dire. Donc, c'est pas encore finalisé. Mais ce que je peux te dire, c'est que la qualité de vie au travail, c'est un sujet tellement large. Ça peut englober, en fait, beaucoup de choses. Moi, comment je vois la qualité de vie au travail, c'est tout simplement pas être ultra stressé toute la journée au travail. Je pense que c'est ultra important déjà d'être dans un environnement sain, bienveillant, ne pas avoir une énorme pression sur les épaules. Je pense qu'en plus, pour être performant, c'est beaucoup mieux. Je pense aussi que la qualité de vie au travail, c'est très lié en fait aux relations qu'on peut avoir avec son équipe, mais aussi avec son manager. Qui est une fluidité, par exemple, dans les échanges. Je pense que c'est important. Et aussi un suivi de la charge d'activité. Ça, je pense que c'est un point aussi qui est non négligeable. Et après, qu'est-ce que je te dirais d'autre? Je te dirais aussi que c'est le droit à la déconnexion. Maintenant, c'est vrai qu'avec tous les outils numériques qu'on a, le PC portable, le téléphone portable, qu'on t'envoie pas un dossier à 21h et qu'on t'appelle pas à des horaires indécents, ça me semble être un petit peu la base. Mais voilà, après ça dépend vraiment de toi comment tu le perçois et c'est vrai que c'est hyper large. Non, je réfléchissais à ce que tu disais. C'est vrai que le suivi de la charge de travail, Covid ou pas Covid, c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que ça nécessite soit un outil de reporting qui est adapté et qui convienne à tout le monde, alors que chacun
à des pratiques différentes et des modes de pensée différents. Je sais aussi que dans certaines entreprises, du fait du télétravail forcé, il y a des cafés tous les après-midi où ce sont des réunions de service qui se transforment en café. Voilà. Je sais pas quelle est la bonne méthode de travail ou la bonne méthode pour garder un lien malgré on va dire les divers modes de communication aujourd'hui. Je sais pas s'il y a vraiment une bonne méthode, mais je te dirais qu'avec le télétravail, ce qui peut être sympa quand même pour garder un lien avec ses collègues, c'est de se prévoir peut-être une fois par semaine, tu vois, un petit Teams café ou un petit Skype café en fonction des logiciels qu'on utilise, mais de vraiment se prévoir un moment un peu juste pour couper, pour échanger, voilà, pour pas parler boulot. Je pense que c'est vraiment essentiel. Après, c'est vrai que ça dépend un peu, je pense, de chacun. Je sais pas s'il y a vraiment une bonne méthode, tu vois. Non, je suis pas certaine. Je pense que ça dépend aussi de la personnalité du manager parce qu'il faut pas l'oublier non plus. Après, enfin, voilà, sans rentrer dans le débat, est-ce qu'on est pareil avec son manager ou pas? Est-ce qu'on est, enfin, c'est un peu différent. Ouais, effectivement, ouais. T'as quand même un lien hiérarchique, donc ça dépend vraiment du manager et aussi de comment je pourrais dire de l'organisation de l'entreprise, tu vois. T'as des boîtes où le manager va aller boire des verres sans problème avec ses collaborateurs, et dans d'autres entreprises où ça va être plus séparé, tu vois. Je pense que ça Ouais. dépend vraiment un peu de l'entreprise et aussi de la personnalité. Très clair. Bah écoute, je te présenterai ma petite roadmap qui est très, très attendue sur le sujet. J'ai une journée par mois en principe pour travailler dessus. Il faut que je m'y mette. Mais c'est vrai que moi, je sais qu'en tout cas, j'ai la chance de travailler dans une entreprise où effectivement on prend en compte ces sujets. Et je sais par exemple, enfin, c'est la deuxième fois que j'en parle, mais c'est hyper important. Je sais que je me suis sentie soutenue par toute l'équipe pour ma galère de titre de séjour. Et tu vois, enfin pour moi, ça c'est un des critères liés à la qualité de vie au travail. Je pense que mon titre avait expiré mais de 2-3 jours. J'étais en plein stress en me disant mais tu vois mon contrat va être suspendu, comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont me garder, j'ai aucune difficulté à en parler aujourd'hui même si c'était un peu compliqué avant, mais est-ce qu'on va me garder, comment ça va se passer en fait, comment je vais faire pour payer mon loyer s'ils me gardent pas ou s'ils suspendent mon contrat, et en fait, pas du tout. Enfin, que ce soit Colin, que ce soit Swazig ou que ce soit Thomas, Clémence, Maud. Enfin, je les citerai pas tous, mais ils ont tous été là à proposer leur aide. Swazig a proposé de s'enchaîner à la préfecture si jamais j'avais pas mon titre de séjour. Donc enfin, pour moi, c'est aussi comment les relations qu'on arrive à créer entre nous et comment on se soutient les uns les autres, même s'il faut pas non plus toujours mêler perso et pro, mais là, enfin, c'était. Non, mais enfin, je crois aussi que le fait d'être une petite boîte, ça joue. Après, enfin non, ça me paraît tellement naturel. Enfin, pour moi, c'est vrai que, enfin, t'en parles de temps en temps de ça, mais pour moi, c'est même pas un sujet en fait. Ça me paraît juste logique. Logique, ouais. Alors, c'est clair qu'une bonne cohésion d'équipe, pour moi, c'est vraiment essentiel. Mais tu vois, je pense que c'est pas non plus le cas partout, tu vois. C'est vrai que Ah non, ça, je suis d'accord. Ouais. Non, moi, j'ai connu des ambiances un peu plus compliquées qu'aujourd'hui. Mais il y a quand même, enfin, et puis en plus, pour dévoiler un petit secret, on travaille dans le même bureau avec Selma. Donc, on est vraiment, je vais pas dire H24 aujourd'hui ensemble, mais on travaille énormément ensemble. Donc, enfin, ouais, le soutien, c'est encore une fois, c'est un non-sujet. Je me répète, mais. Ouais. Pour moi, ça me paraît vraiment essentiel et c'est hyper important d'aller au bureau et de se dire, bah, je vais voir mes collègues, on s'entend bien. Enfin, pour moi, c'est aussi essentiel, tu vois. Bah, à partir du moment où il y a de la souffrance au travail, c'est pas à toi que je vais dire ça, faut changer. Ça demande une certaine énergie qu'on n'a pas toujours à ce moment-là, mais faut prendre un peu de recul et se dire bon, qu'est-ce qui est bon pour moi? Exactement. Et alors ça, la souffrance au travail, je le dirai jamais assez, mais s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui se sentent en souffrance à leur travail, on peut parfois, je pense, se sentir vraiment emprisonné et se dire je vois pas d'issue, je vois pas comment partir et ne pas avoir la force. Mais ne restez pas dans cette situation. Vraiment, la meilleure chose à faire, effectivement, c'est de partir. On n'est pas au travail pour subir ou avoir un état de santé qui se détériore, et ça, c'est vraiment essentiel.
Après, c'est vrai qu'on peut se dire que la période est compliquée en ce moment, mais ça veut pas dire que il faut écarter cette possibilité en attendant des jours, on va dire nationaux, meilleurs. Ouais, effectivement. Bah alors, je pense que tu peux avoir effectivement de la souffrance liée au travail pour cause un peu de cette période exceptionnelle de Covid. Tu peux avoir des salariés qui peuvent être dans des cas un petit peu d'isolement chez eux. Mais je pense aussi que tu as vraiment des cas de souffrance au travail, on va dire hors Covid, où voilà, le salarié il va au travail la boule au ventre, il dort pas de la nuit, il fait des insomnies, il est hyper stressé. Il peut fondre en larmes d'un coup parce qu'en fait c'est un trop plein. Il peut avoir des relations qui peuvent être hyper compliquées avec ses collègues ou avec son manager et dans ces cas-là vraiment la meilleure chose à faire c'est de partir. Oui, mais alors tu vois, enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Et en même temps, quand il y a des managers toxiques, des managers ou des collègues, c'est parfois compliqué pour alerter, je sais pas, la direction de l'éthique s'il y en a une, ou en tout cas les aspects, enfin les RH. Et on a toujours peur pour son poste. Et au final, ben, je trouve ça quand même fou que ce soit, même si c'est la réalité, ce soit la personne qui souffre qui soient obligés de partir et les personnes plus, ouais, je vais garder ce terme-là, toxiques, restent. Même s'il y a plein d'entreprises, ça change et voilà. C'est pas une généralité ce que je dis, hein. C'est juste un ressenti. C'est un vaste sujet cette question. Pardon. Non, mais c'est hyper intéressant. Moi, j'adore ces sujets-là parce que pour le coup, c'est des problématiques qui sont vraiment rencontrées au quotidien. Ce que je pourrais vraiment moi conseiller, c'est que si des auditeurs sont, on va dire, dans cette situation, il y a toujours quelqu'un à qui on peut en parler. Donc c'est vrai que des fois on le voit pas forcément. Si par exemple on a une relation toxique et qu'on a par exemple un collègue qui dépasse complètement les bornes avec nous, déjà en parler au manager, ça peut être une bonne chose. Et surtout moi ce que je conseille, c'est que si vous voyez qu'il y a pas de résultat, il se passe rien, c'est directement s'il y a un service de ressources humaines, envoyer un écrit à la DRH. Moi, c'est vraiment ce que je peux conseiller. Pour le coup, en tout cas chez nous, dès qu'on a un salarié qui nous fait ce type de mail où on suspecte très fortement du harcèlement moral ou sexuel, on ouvre directement une enquête en fait. La question se pose même pas. Et je pense que beaucoup de salariés peuvent se retrouver dans une situation où finalement ils peuvent être aussi éloignés, que ce soit géographiquement ou même dans les relations avec une direction des ressources humaines, surtout quand l'entreprise est un peu plus grosse. Mais je pense qu'il faut vraiment passer ce cap et se dire ben j'alerte en fait la direction. Mais c'est effectivement c'est hyper compliqué et je pense que quand c'est comment dire, je pense que quand c'est détecté et que ça remonte en fait justement jusqu'en haut, il est totalement possible que le manager toxique en question ou que le collègue toxique en question soit licencié, hein, clairement. Maintenant, c'est pas toujours le cas, j'imagine, dans toutes les sociétés et pour tous les salariés. Mais en tout cas, si vous voyez qu'il se passe rien, même si c'est dur de se dire c'est pas à moi de partir, je pense que la santé physique et mentale, c'est l'essentiel. Vraiment. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Après, il y a la question aussi de la dénonciation sous couvert d'anonymat ou pas. Et à qui. Mais bon, effectivement, tu as raison, c'est un vaste sujet. Ouais, c'est vrai que ce qui est hyper complexe, c'est quand on commence à dénoncer ce genre de choses, on peut avoir effectivement des menaces derrière, hein. Ça, c'est clair et c'est pour ça que les personnes qui dénoncent, elles ont énormément de courage, vraiment parce que c'est pas facile. Ouais, parce que tu peux avoir peur pour ta carrière, sur ton évolution salariale, effectivement, avoir des pressions. Enfin, c'est hyper vaste. Ouais, c'est très très vaste et je pense que d'une entreprise à une autre, c'est pas non plus forcément géré de la même manière, tu vois. Nous, c'est vrai qu'on fait systématiquement, on fait des enquêtes, on prend pas du tout ça à la légère. Maintenant, te dire que c'est le cas dans toutes les sociétés, tu vois, je peux pas l'affirmer. Ou les administrations, parce que Ouais. c'est pareil aussi. Bien sûr, oui. Enfin, dans tout type de structure associative, structure de santé, administration, oui, dans toutes les structures. Et dans la limite du possible, est-ce que tu peux nous dire si toi ça t'est déjà arrivé Ou t'as déjà entendu. ou est-ce que enfin chez tes collègues ou tes anciens camarades de promo, est-ce que enfin certains je sais pas employeurs, managers mis en cause ou de l'autre côté ont déjà essayé de faire des pressions sur vous
sur certains sujets? Non, tu offres des cadeaux. Alors écoute, oui, je peux te l'affirmer, sans rentrer dans les détails, c'est bien des choses qui existent. Ouais, ça c'est évident. Alors peut-être pour revenir sur un sujet plus léger, Ouais. s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont des bonnes pratiques ou des conseils pour maintenir une qualité de vie au travail agréable, on est preneur de toutes les suggestions possibles. Et alors dernière question avant de passer aux 4 conseils, quels sont les challenges et les objectifs que tu voudrais réaliser et qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? Ouvrir une école de danse à Marrakech, une danse orientale. C'est ça. Je vais me reconvertir dans la danse orientale. Je te dirais que mon prochain challenge, ce serait vraiment m'intéresser de plus près au coaching salarial et managérial. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est. Mais pour moi, c'est un sujet vraiment passionnant et du coup qui regroupe aussi psychologie au travail, communication et relationnel. Et pour moi, c'est vraiment l'avenir en fait de notre profession. Alors en fait, pour expliquer un petit peu, le coaching, c'est une discipline en fait qui est née aux États-Unis à peu près dans les années 60 et qui est arrivée beaucoup plus tard en France. Du coup, c'est pas forcément quelque chose qui est encore très très connu. Et en fait, sur le plan individuel, le coaching, ça permet vraiment d'amener une personne à réaliser en fait un objectif, maximiser ses compétences ou développer ses talents. Et en fait, dans le monde de l'entreprise, ça permet vraiment une meilleure communication des équipes et ça peut vraiment amener à une résolution en fait des conflits, mais de manière beaucoup plus soft en fait. Sous un autre angle, en fait, je dirais que l'angle purement juridique. Et je pense que c'est vraiment une solution pour notre métier et j'aimerais vraiment m'y pencher davantage. Je trouve ça hyper intéressant et pour le coup, si vous voulez, ça fait travailler le relationnel, mais plus par le questionnement. Et par exemple, vous voyez dans les relations manager-salarié, c'est vrai que par exemple, en fait, un manager, il peut avoir tendance, mais ce qui est normal, hein, à plutôt des fois imposer plutôt que proposer ou questionner. Et en fait, le coaching, ça permet vraiment en fait d'amener le questionnement au centre, je dirais, de la relation manager et salarié. Et par exemple, au lieu qu'un manager dise à son collaborateur, il faudrait que tu fasses ça ou j'aimerais bien que tu fasses ça, plutôt lui demander lui son avis. Et en fait, ça le responsabilise aussi. Et voilà, enfin ça amène plein de bonnes choses. Enfin, le coaching et j'aimerais vraiment m'y pencher davantage. Après, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est beaucoup plus développé pour les managers, pour les dirigeants, plus que pour les salariés. Et c'est peut-être un peu dommage. Après, ça a un coût aussi. Enfin, ça dépend si c'est pris en charge par l'entreprise ou pas, et dans quel contexte on le fait. Mais effectivement, il faudrait que ce soit davantage développé pour tous les salariés. Ouais, je pense que ce serait bien que ce soit pour tous les salariés parce que finalement, une relation, une communication, ça se fait à deux. Donc c'est vrai que ça peut être utilisé aujourd'hui pour les managers, mais je pense aussi que du côté salarial, du côté vraiment c'est ça, salarial, ce serait vraiment bien aussi pour le coup. Donc moi je serais plutôt à dire que ce serait bien de le diversifier et effectivement ça peut être un coût pour l'entreprise. Après tu vois, je pense que ça si c'est une formation qu'on peut par exemple faire en interne, ça peut être aussi une solution et un gain en fait pour l'entreprise financière. Parce que si tu veux, tu fais pas appel à quelqu'un d'extérieur, mais t'es toi-même formé en fait sur le sujet, tu vois. Moi, je sais que j'avais vécu cette expérience-là où c'était dans le cadre d'un séminaire de team building où il y avait effectivement une coach qui était venue pour faire des exercices de communication, pour apprendre à connaître les forces et les faiblesses de l'équipe. Alors ça durait qu'une journée, c'était trop court, mais c'était quand même, il y avait des choses intéressantes qui en étaient ressorties. Ouais, complètement. Moi, je suis pour le coaching à fond et vraiment spécifiquement en plus pour nos métiers. C'est vrai qu'on est souvent confronté à des situations qui peuvent être compliquées, voire très tendues entre des managers et des salariés. Et vous voyez, mettre ça sous un autre angle, je pense que ça peut vraiment être une réponse. Et vous voyez une manière de travailler un peu plus soft en fait, je dirais. Après, je vais dire quelque chose de politiquement peu correct, mais il faut pas que ça tombe non plus dans tarte à la crème, parlez-vous, ça ira mieux demain. Enfin,
Faut qu'il y ait un vrai travail de réflexion derrière pour que ce soit efficace. Ouais, effectivement, c'est un vrai travail de réflexion et je pense que ça se travaille sur plusieurs jours en fait. J'ai eu tellement peur, Léa, quand elle a dit qu'elle allait dire quelque chose de politiquement incorrect. Mon cœur s'est arrêté de battre. Non, je sais qu'on est écouté. Je sais ce qu'elle peut dire, donc si tu veux, parfois je suis un peu inquiète. Écoute, si tu peux nous partager dans les jours à venir des références que tu peux avoir, n'hésite pas, si tu en as, pour qu'on puisse les mettre en description d'épisode pour les personnes qui sont intéressées. Moi, je sais que je pense à un podcast qui s'appelle Ma Juste Valeur, d'Ilham Hassani, et qui est en fait une sorte de... est destiné aux femmes, mais je pense que pas mal d'hommes se reconnaîtront aussi, et qui permet justement de coacher les salariés sur des problématiques comme, je sais pas, les augmentations salariales ou autres. Enfin, il n'y a pas que ça, mais comment se comporter en entreprise de manière générale. C'est pas du tout la bonne formule. Ce que je te propose du coup après cette longue tirade, c'est de passer à la dernière partie du podcast. Je vais te poser 4 questions et je te propose de me répondre de manière brève et du tac au tac, et de te tenir près de ton buzzer si t'en as un près de toi pour buzzer à chaque fois et pour répondre à chaque fois. Première question, Léa, si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il ? Alors, dans mon métier, je dirais automatiser peut-être certains de nos courriers qui n'apportent pas, pour moi, une plus-value énorme. Donc, je pense notamment aux courriers de convocation, restitution de matériel, courrier de refus de rupture conventionnelle. Je pense que ça serait bien, ce serait un gain de temps si c'était automatisé, par exemple, par un petit logiciel. Et justement intégrer le coaching salarial, comme je l'ai dit précédemment, vraiment au cœur de notre métier. Ok, très clair. Et écoute, pour le coaching salarial, j'ai pas de référence, mais sinon, quand tu veux, pour te faire une démo de Séraphin Contract Management et pour te montrer à quel point ça peut révolutionner ton quotidien. Écoute, avec Promis, plaisir. c'est pas téléguidé. Avec plaisir. Un peu de pub une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes ? Alors, moi, c'est vrai que j'ai pas de clients à gérer, mais je dirais avec ses collaborateurs internes, donc je pense plus aux managers et aux salariés, toujours être à l'écoute des problématiques, donc que ce soit des managers ou des salariés, toujours essayer de se mettre à leur place et pas être dans le jugement, mais surtout dans la bienveillance. Je pense que de bonnes relations, c'est vraiment la clé. Ok, très clair. Troisième question, Léa. Quel outil utilisez-vous au sein de la direction juridique ? Donc, direction de ressources humaines, du coup, pardon. Non ? Direction juridique. Oui, juridique sociale ou DRH aussi, ouais, direction des ressources humaines, les deux ça va. Alors, je te dirais, depuis le confinement, on utilise Teams, donc c'est quand même pratique pour échanger rapidement avec ses collègues. Et après, on utilise Cegid, donc c'est un logiciel SAS, je sais pas si vous connaissez. Bah oui. On connaissait, moi je connaissais Gide parce que je connais Jean-Michel Aulas, parce que on est fan à la maison de l'OL, donc si tu veux, c'est Gide. Bon, on connaît pas ces Gide pour les bonnes raisons, mais j'adore. Mais en tout cas, voilà, je vois de quoi tu parles. Tu vois, c'est un petit peu en fait notre logiciel, un petit peu RH numérique où on a un petit peu les informations essentielles en fait sur nos salariés, donc pour nos dossiers c'est assez pratique. Et puis sinon je vois pas d'autres outils. Après on utilise plus certains logiciels, mais c'est très spécifique aux professions qu'on encadre, puisque du coup on a des commerciaux. Voilà, donc Winpack, ce genre d'outils, mais voilà, c'est vraiment spécifique aux commerciaux. C'est lié à la rémunération variable ou... Alors, c'est lié à plein de choses. C'est un peu complexe de résumer ça, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Ok, c'est une bonne manière de s'en sortir. Bravo Léa. Je suis pas encore très à l'aise avec cet outil, donc je ne préfère pas en dire plus. On adore, ok. Dernière question, Léa. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il ?
Alors, pour progresser, je dirais toujours se former et ne pas rester sur ses acquis. Pour moi, la formation, c'est vraiment un petit peu la base pour évoluer. Et surtout, en fait, aussi s'ouvrir, je pense, sur d'autres sujets que purement le sujet juridique. Bon, là, en l'occurrence, droit social. Par exemple, pour notre profession, ce serait des formations, je sais pas, sur le management, la communication non verbale, l'intelligence émotionnelle, étant donné qu'on est, je le répète depuis 10 fois, depuis longtemps, mais un métier de l'humain. Voilà, donc pour diversifier nos champs de compétences, pour moi, ça me semble assez essentiel. Et après, je dirais, pour progresser aussi, ne pas hésiter, je pense spontanément, à proposer au sein de son équipe de nouvelles choses, un nouvel angle de vue sur un sujet. Je pense aussi que c'est par ce biais-là qu'on montre qu'on peut avoir aussi une plus-value et une vision un petit peu différente du métier. Donc voilà, je dirais ça. Une très belle conclusion et en tout cas merci beaucoup pour tous ces conseils, pour ton récit, pour toutes ces anecdotes, toutes ces prises de position qui sont hyper importantes. Donc encore merci Léa. Je regrette pas du tout que tu nous aies contactés. Vraiment pas. Écoutez, moi non plus, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. C'était un super moment et on remet ça quand vous voulez. Avec plaisir. Quand tu veux, Léa, bientôt, on te verra chez Séraphin Légal pour fêter ça et pour inviter tous les invités. Ça fait une redondance, mais c'est pas grave. Ça passe. Chez Séraphin. Bonne soirée, Léa. Merci. Bonne soirée à toutes les deux. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur seraphin.legal, section Demandez une démo. Merci encore et à très vite.